En un mois, j'ai eu des contacts chez des gens, chez Dior, chez Chanel, tu vois, dans l'événementiel, mais vraiment des gros groupes, etc. J'ai une grosse activité principale, je fais ça. Je suis maître d'œuvre designer, mais je suis mannequin, comédien, je suis conférencier et formateur. Et en fait, la première fois que j'ai dit tout ça, il y a un peu un petit poids qui s'est libéré en moi, tu vois. Je dis, putain, mais c'est cool en fait. Tu vois, j'avais un peu. Là, c'était la première fois que j'assumais toutes mes casquettes. Du coup, comme j'explique, c'est que dans mon métier, il y a trois langages. Il y a celui des architectes, celui des artisans, et le troisième, c'est celui du client. L'idée, c'est qu'en fait, les gens, quand vous arrivez là-bas, les premières questions qu'ils vous posent, c'est quoi ton business et c'est quoi ton challenge du moment. Et quand je te dis, ils ont tous cet état d'esprit de l'entrepreneuriat. Et ça, ils posent des questions, ils s'intéressent vraiment, et puis ils savent que s'ils peuvent t'aider quelque part, hop, pour ceux qui ont envie d'explorer, de faire plein de choses, c'est pas parce que tu as envie de tester, tu vois, développer notre corde, que tu dois monter une entreprise pour développer cette corde. Ça t'intéresse? Non, je vais chercher les directeurs, je vais chercher le directeur marketing, tu vois, ressources humaines, machin, de la boîte, créer du lien. Tu te crées ton propre cadre en fait, tu crées tes règles là. Ça, c'est cool. Exactement. Ça, j'adore. Vous pouvez être médecin et vendre des fleurs, vous pouvez être garagiste et puis designer, vous pouvez être. C'est pour ça que je dis que c'est ultra libérateur parce qu'à partir du moment où tu assumes toutes tes casquettes, ton environnement total change. Les gens que tu rencontres, même ton style de vie change complètement. Bonjour à tous la communauté. Je suis aujourd'hui avec Jean-Charles Luthier qui est maître d'œuvre, designer, coach d'architecte et aussi mannequin et comédien. Et en fait aujourd'hui je voulais faire une interview avec Jean-Charles parce que j'ai rencontré Jean-Charles dans un réseau d'entrepreneurs très inspirant d'ailleurs. On a vraiment accroché avec JC et je voulais en fait faire son interview pour vous parler de comment affirmer les différentes facettes de sa singularité et on verra aussi au cours de l'interview ce qu'est la singularité et donc Jean-Charles va nous parler de lui comment il arrive à vraiment faire briller les différentes facettes en fait de ce diamant en fait parce que les personnes qui écoutent aujourd'hui, qui me suivent, sont des entrepreneurs en fait que l'on appelle multipotentiels. C'est des entrepreneurs en fait qui ont de multiples compétences, de multiples intérêts, et souvent ils ont des difficultés à faire des choix dans ce qu'ils font dans leur activité. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, souvent on dit il faut que tu choisisses ça. Tu choisis qu'un truc et tu fais qu'un truc. Et voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je voulais t'interviewer, JC. Salut à toi. Eh ben, salut à toi, Xavier. Merci pour l'invitation. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, on va casser tous les codes ce soir. Ouais, super, c'est cool. Casser tous ces codes. Et comme j'avais mis dans le post, et j'avais dit que c'était la légende en fait entrepreneuriale qu'il faut au final se concentrer sur une activité. Et vraiment, si on peut aujourd'hui, avec ton histoire, ton parcours, tes apprentissages, si tu peux nous partager comment tu as fait pour vraiment faire briller ces différentes facettes, ça va être un live excellent. Et je voulais rappeler à tout le monde en fait qui nous regarde, si vous voulez au final, JC, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et parler en fait de ton passé en fait, de comment ça s'est passé pour toi depuis que tu es tout petit et comment en fait t'as assumé en fait ces traits ou cette singularité en fait, ce fait d'être différent. Ok, question très vaste. Ouais, très vaste. Après, c'est surtout si vous avez le temps, moi, il n'y a pas de problème, mais là, on en a pour 3-4 heures, quoi. Donc, pour essayer de faire un résumé, moi, de mon point de départ, je vais partir sur mon cursus scolaire. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait
mes écoles un petit peu comme tout le monde, la primaire, le collège, le lycée. Plutôt quelqu'un de très timide, très réservé. Donc, je ne parlais pas spécialement, je m'ouvrais pas aux gens. Donc, c'est ce qui fait aussi que j'ai développé beaucoup l'observation et puis l'écoute, à défaut d'être timide. Donc, j'ai pu observer beaucoup les gens, regarder un petit peu comment ils fonctionnaient, leurs réactions, etc. L'école, on m'a catalogué, on m'a dit que l'école n'était pas faite pour moi. Donc, on m'a dit, toi, il faut t'orienter sur un métier manuel pour t'épanouir dans ta vie, etc. Donc, après le bac, j'ai fait non, c'est même pas après le bac, c'est après le collège. Je suis rentré dans un BEP CAP agencement, donc dans la menuiserie, que j'ai validé. Mais sorti de là, je me sentais pas de rentrer dans le monde du travail. Pour moi, j'étais trop immature. Donc, je suis retourné dans le général pour passer un bac que j'ai pas validé. J'ai tenté 2 fois de le passer sans succès parce que pour le coup, j'avais vraiment pas de sens. Enfin, je trouvais pas de sens, moi, à être assis derrière une chaise, à écouter une personne. Donc, c'est vrai que c'était des années plutôt compliquées. Donc, l'école, voilà, ça a été, on va dire, très expéditif. Et après, derrière, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer une famille asiatique qui avait plusieurs business. Et c'est là où on va dire, ma première formation dans l'entrepreneuriat a commencé. Tu veux que je développe encore? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as rencontré Alors, qu'est-ce qui s'est passé, famille? c'est que du coup, pour vous faire un résumé de tout ça, c'est que cette famille, elle avait une boutique de jeux vidéo. Donc moi, je suis arrivé, j'ai commencé en tant que simple vendeur de jeux vidéo. J'avais le profil, et c'est vrai qu'en fait, étant client, j'entendais les clients poser leurs questions, et j'entendais surtout les réponses des vendeurs. Donc spontanément, je répondais. Et c'est comme ça que j'ai été repéré par cette famille. Donc, ils m'ont dit, tiens, est-ce que tu pourrais bosser avec nous? Et j'ai dit OK. Et en fait, ce que j'ai découvert derrière la boutique de jeux vidéo, c'est qu'en fait, ils avaient en fait une structure d'import-export de produits dérivés en fait de Japanimation. Donc, ils avaient un business beaucoup plus grand que ce que je voyais en fait en façade. Et en fait, petit à petit, en fait, j'ai découvert un petit peu ce milieu-là et puis le monde de l'importation de produits à l'international. Donc, on achetait des produits au Japon, on refaisait fabriquer en Chine, qu'on ramenait en France et après, on redistribuait sur toute l'Europe. Donc, nous, on était distributeurs. Pour la génération Club Dorothée, ça va leur parler, hein, tous les produits Dragon Ball Z, Sailor Moon, Nicky Larson, Captain Tsubasa et compagnie. Donc, en fait, nous, on revendait ces produits-là, en fait, à toutes les boutiques sur toute l'Europe. Donc, c'est là où j'ai commencé aussi un petit peu, moi, à développer mes compétences, parce que du coup, si on reprend mon cursus scolaire, c'est que j'ai développé une corde manuelle avec la menuiserie. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, nous, de développer d'autres boutiques et de gérer, si tu veux, justement les travaux des autres boutiques. Donc, on a ouvert. Mon cursus sur le côté manuel, c'est ce qui m'a permis, du coup, d'utiliser cette corde que j'avais pour justement monter 3 autres boutiques sur Lyon à l'époque. Suite à ça aussi, on a développé, la partie marketing commercial, mais à l'international. Donc là, j'avais des petits jeunes qui étaient avec moi et puis on était représentants, si tu veux, de la boutique. Et nous, on allait dans toutes les conventions qui existaient, que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs. Un gros événement qui est mondialement connu, c'est la Japan Expo, pour ceux qui connaissent un petit peu cet univers-là. Donc nous, j'ai connu la Japan Expo à ses débuts. Et du coup, c'est là aussi on a fait exploser un petit peu tout le business sur le côté jeux vidéo. Et du coup, en allant comme ça en Asie, quelle différence tu as vu en termes de mentalité ou qui t'ont permis peut-être de te donner plus de liberté, à ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu as vu comme différence par rapport à la France?
Alors, la différence entre l'Asie et la France, c'est l'état d'esprit en fait de l'entrepreneuriat. Clairement, en Asie, ils l'ont tous. Pour vous donner une idée, c'est qu'en fait, les gens, quand vous arrivez là-bas, les premières questions qu'ils vous posent, c'est quoi ton business et c'est quoi ton challenge du moment. Pour vous donner une idée, c'est qu'en fait, les gens, quand vous arrivez là-bas, les premières questions qu'ils vous posent, c'est quoi ton business et c'est quoi ton challenge du moment. Donc là, ça fait une très grosse différence parce qu'ils savent que du coup, ils jouent beaucoup la carte du win-to-win. C'est-à-dire, en gros, ils mettent en connexion pour que tu puisses, toi, passer le step sur lequel tu es. Et après, ils savent que derrière, s'ils ont besoin d'un service, entre guillemets, tu es redevable. Donc ils feront appel à toi, etc. Donc ça, c'est un état d'esprit complètement différent. Et pour te donner un repère, moi, tu vois, en étant resté 1 mois sur place en Chine, je me suis fait un carnet d'adresses que jamais je n'aurais en France. Alors que ça fait, j'ai grandi essentiellement en France, mais parce que à l'étranger, tu touches beaucoup de gens. Les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et quand je te dis, ils ont tous cet état d'esprit de l'entrepreneuriat. Et ça, ils te posent des questions, ils s'intéressent vraiment, et puis ils savent que s'ils peuvent t'aider quelque part, hop, ils te donnent le contact et derrière, entre guillemets, tu dois lui rendre l'appareil tôt ou tard. Je te dis, ils ont tous cet état d'esprit de l'entrepreneuriat. Et ça, ils te posent des questions, ils s'intéressent vraiment et puis ils savent que s'ils peuvent t'aider quelque part, hop, ils te donnent le contact et derrière, entre guillemets, tu dois lui rendre l'appareil tôt ou tard. Donc voilà, donc c'est vrai que ça te permet d'aller beaucoup plus vite, de développer ton réseau aussi une façon, comme je te dis, en 1 mois, j'ai eu des contacts chez des gens, chez Dior, chez Chanel, tu vois, dans l'événementiel, mais vraiment des gros groupes, etc. Et c'est des gens qui sont intouchables en France, où c'est très compliqué pour avoir le contact, même pour les voir directement. Donc en France, on doit vraiment avoir une stratégie particulière pour essayer de toucher un PDG ou un directeur marketing. Alors que dès qu'on est à l'étranger, c'est vrai que je parle beaucoup de l'Asie, mais c'est globalement sur l'Asie, même aux États-Unis, c'est un peu pareil, ou à Londres. C'est vrai que on sent moins cette barrière. Et en plus, il faut dire que quand tu es allé là-bas, tu parlais pas chinois, tu parlais anglais, c'est ça? Ah ouais, là je parle. Alors moi en plus j'ai un niveau d'anglais, ce qu'on appelle un niveau d'anglais survivor, donc très 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 mauvais, hein, soyons clairs dessus. Et il s'arrête pas à ça. Et je me suis pas arrêté à ça, non. Et il s'arrête pas du tout à ça, non. Ouais. Non, parce qu'il y a que des solutions. Et après, là on peut faire une petite accélération, si tu veux, sur l'avancement. Moi avec cette famille chinoise, donc on a développé les jeux vidéo, mais après ils m'ont laissé en gérance un restaurant. Que j'ai développé en 8 mois. Le restaurant, il avait fermé pour cause d'hygiène, donc il fallait que je remette le restaurant aux normes et après que je ramène une clientèle. En 8 mois, j'ai réussi à ramener 100 clients par jour sur les 3 derniers mois. Pour moi, le challenge était relevé. Et après, j'ai quitté cette famille asiatique parce que, entre guillemets, j'avais vu tout ce que j'avais à voir avec eux. Et très naturellement, moi, en fait, j'ai monté une structure et moi, c'était plus facile de monter ma première boîte en Asie que de monter une boîte en France. Pourquoi? Parce que j'avais un business model de cette famille chinoise où j'avais vu toute l'articulation de l'import-export de produits. Donc, ma première société, c'était tout simplement une boîte d'import-export de matières premières. Donc, j'ai fait de la vente de matières premières pour la Géorgie à la Chine, le scrap metal, les métaux recyclés. On a fait aussi de l'alimentation. Par cette société, j'ai développé aussi d'autres activités. Donc, j'ai fait de la vente, l'importation de voitures automobiles. J'ai fait de la prestation de services aussi. J'ai fait de la photo, de la vidéo. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Et par rapport au final à faire toutes ces activités, par rapport à qui tu étais avant, quelqu'un de timide, tu disais, et peut-être t'avais d'autres freins. D'autres croyances peut-être avant de partir? Qu'est-ce qui a changé Les freins, c'est, on va dire beaucoup la timidité et après la barrière de la langue. Et en fait, je suis passé outre à ça parce que tout simplement, à partir du moment où j'ai monté un business, pour dire, j'ai monté une boîte à Hong Kong alors que je parlais pas du tout très mal anglais. Et puis d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus rapide et plus simple.
Donc après, pour pallier à ce frein, en fait, j'avais tout simplement en fait un traducteur avec moi. Donc quand je faisais des deals avec des entreprises, j'avais quelqu'un en fait tout simplement pour traduire mes paroles et lui vice versa traduire ce que me disait mon client. Donc en fait, il y a toujours une solution. Hein, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du business. Et c'est vrai que on sent moins ce jugement aussi. On va dire que vous soyez débutant ou pas, les gens ne regardent pas ça. Je pense que vu que c'est un peu incarné chez eux, cette fibre d'entreprendre, donc tout le monde sait qu'on commence quelque part, on est tous débutants, donc il y a moins cette pression, on va dire, les gens sont beaucoup plus avenants, plus ouverts d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, on se sent, on va dire, on a un petit peu moins de blocage du coup pour aller voir des gens et puis leur parler parce que du coup ils te mettent beaucoup en confiance. Ouais. Et après, peut-être que j'ai eu de la chance de rencontrer que des gens fantastiques, mais en tout cas dans mon parcours, j'ai rencontré pas mal de gens et puis qui m'ont ouvert au final beaucoup de portes. Et moi, ce que j'avais remarqué en fait quand je suis allé en Écosse, le fait de parler une autre langue, c'est que au final, je n'avais pas d'éléments émotionnels à raccrocher à la langue en fait. Et donc, les gens me trouvaient beaucoup plus confiant en fait quand je parlais anglais, tu vois, comparé à quand je parlais français. Et donc, je trouve que quand on parle une autre langue, c'est comme on fait appel à d'autres zones du cerveau, c'est que on est un peu inhibé par rapport à ce qu'on va dire, puisque on va être plus direct. On va pas utiliser la finesse du langage parce que on connaît pas. Mais en fait, on va pas arrondir les angles. Ça, c'est très français d'essayer d'arrondir les angles. Et quand tu parles anglais, de toute façon, alors déjà quand t'as pas un niveau d'anglais excellent, bah en fait, tu vas vraiment, tu dis, bah je veux ça, quoi. Donc il y a pas de est-ce que et si machin. Non, c'est je veux ça. Voilà combien ça coûte. Voilà machin. Au final, c'est plus clair. Il y a on est peut-être même un peu plus authentique au final, tu vois, parce que des fois on va se cacher derrière des mots, tu vois, des formules, etc. Et au final, ça nous fait perdre du temps et puis même la perception de l'autre, du coup, elle peut être biaisée. Alors qu'un discours frontal entre guillemets, enfin, tu vois, la personne au final, elle peut se dire, bah au moins, il me fait pas perdre mon temps, je sais ce qu'il veut, est-ce que je peux l'aider? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que ça, tu l'as gardé du coup quand en revenant en France, ces mécanismes, ce mécanisme, oui, je l'ai gardé, mais alors après, pour travailler avec des Français, c'est différent. Pour le coup, il faut savoir avec eux arrondir les angles. Autant à l'étranger, si tu bosses avec les Indiens, des Asiatiques, etc., il faut vraiment faut avoir un protocole clair, net. Tu dis, voilà, étape 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut faire. Autant, tu vois, en France, même si tu lui donnes un protocole, il y a un côté lien qu'il faut créer avec lui, et tu vois, pour qu'il se sente bien, pour pas pour pas qu'on le prenne de haut, qu'il se sente jugé, tout ça, tu vois. Ok. Donc, tu as pris ce qui était bon de cet apprentissage avec avec la culture asiatique et tu l'as combiné avec ce que tu connaissais de. Ouais, mais ça, je le fais à échelle beaucoup plus grande. Hein. Comme tu dis, c'est toutes mes expériences, en fait, je m'enrichis de mes expériences. Ouais. Je prends ce que moi, j'estime le plus bon, le plus correct, et je l'adapte, en fait, dans ma construction de vie et puis dans ma façon de travailler aussi. J'étais à un tournant de ma vie. Il faut dire que j'ai monté ma boîte, je crois que je devais avoir 18 ans, pour ma boîte à Hong Kong. Et là, j'étais clairement à un tournant de ma vie parce que vu que ça prenait de l'ampleur, il fallait que je fasse un choix. C'était soit je déménageais, je quittais la France pour aller en Asie pour mieux développer mes activités. Parce que vu que je voyageais beaucoup, entre guillemets, j'avais plus rien à faire en France. Surtout, je bossais avec des pays autres que la France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vu que j'ai, pareil, je pense, manque de maturité très jeune à ce moment-là, pour parler vulgairement, j'ai pas eu les couilles en fait de partir, tu vois, de quitter la France et puis tu vois, de me lancer à 300% dans tous mes business. Donc, du coup, le choix que j'ai fait, c'est que je suis revenu en France et puis là, j'ai monté ma première boîte française et puis en France, on est très diplôme et le seul diplôme que j'avais, c'était mon diplôme de menuiserie.
Donc, j'ai naturellement monté ma boîte en tant que menuisier. À quel challenge t'as fait face en revenant Administration française déjà. Ouais, ok. Et puis après, la gestion aussi de l'entreprise en France. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Ouais. Donc là, j'ai, on va dire, j'ai fait un petit peu à l'ancienne. Hein. J'ai appris sur terrain et j'ai fait toutes les conneries qu'un entrepreneur puisse faire dans sa société. Donc, pour te faire un résumé, voilà, sur 10 ans, tu vois, plus de 10 ans d'expérience sur ma boîte en France, j'ai eu un premier associé qui m'a planté, qui a vidé le compte en banque et qui s'est barré. J'avais des salariés des mauvais recrutements, donc j'ai dû licencier tout le monde. Après, un licenciement, j'ai dû quand même payer toutes mes charges de mes salariés à cette époque-là. Donc, ça m'a coûté cher. Je peux mettre des chiffres en plus, surtout sur toutes mes erreurs, mais tous mes challenges. Derrière, mauvaise gestion d'entreprise, j'ai eu contrôle fiscal, contrôle judiciaire, j'ai changé 4 fois de comptable, j'ai eu 4 banques, interdit bancaire. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Liquidation. Ouais, j'ai eu la totale. Je pense que. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait d'ailleurs une de mes grandes forces, parce que forcément, j'ai fait une formation où j'accompagne les entrepreneurs justement pour pallier tous ces étapes-là, quoi, par lesquelles je suis passé, qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Ouais. Donc là, c'est comment t'es passé au final avec les différentes péripéties que tu as eues entrepreneuriales de menuisier à maître d'œuvre à coach d'entrepreneur. Ouais, alors, pour te faire un résumé sur le menuisier, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement dans la menuiserie, par exemple, je te donne un exemple tout simple, c'est dans une cuisine. Quand tu installes une cuisine, tu as de l'électricité, tu as de la plomberie, tu as du carrelage, tu as du placo, tu as de la peinture. Donc, c'est une pièce qui demande en fait pratiquement tous les corps de métier comme une salle de bain. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 7-8 ans, j'ai appris tous les métiers du second œuvre. Donc, j'ai appris à faire de l'électricité, à faire de la plomberie, à faire du placo, de la peinture, etc. sur terrain. Et c'est ce qui fait une de mes grandes forces aujourd'hui. C'est comme ça qu'après, je suis passé d'artisan à maître d'œuvre. Parce que du coup, comme j'explique, c'est que dans mon métier, il y a 3 langages. Il y a celui des architectes, celui des artisans, et le troisième, c'est celui du client. Et vu que j'avais développé justement l'écoute, l'observation, etc., moi j'ai compris que ma force, c'était de faire le lien entre tous ces langages-là, et c'est ce que les gens appréciaient. Donc du coup, j'ai créé forcément une offre comme ça, en disant je suis le seul interlocuteur entre mon client et tous les corps de métier. Et comme ça, tout le monde passe par moi parce que je parle le langage de tout le monde. Je sais comment parler à un artisan, comme je sais comment parler à un architecte, et je parle différemment avec mon client. Pour que tout le monde comprenne. Donc moi, je prends les informations et je les redistribue, mais du coup, pour que ça file droit. Et au final, tu as appris de tes expériences de l'entrepreneuriat en Asie et aussi tu as fait de ce qui était peut-être comme pour toi une faiblesse auparavant, peut-être ta timidité, le fait que tu étais plus dans l'écoute avant que dans la communication. L'observation. Tu l'as transformé ça en une force dans ton activité, dans ta vie. C'est clairement même ma force numéro 1, j'ai envie de te dire. Tu peux en dire plus là-dessus? En fait, ce que je m'étais rendu compte, c'est que beaucoup, que ce soit dans le BTP, pour parler du BTP, c'est vrai, le client, ils ont besoin eux à la base, ils me consultent, ils ont envie de faire des travaux, etc. Mais ils n'ont aucune notion de à qui il faut faire appel. Ils ont beaucoup de craintes aussi, de peur. Donc, est-ce que l'architecte, il va être correct avec moi? Est-ce qu'il va pas me faire payer 10 fois sa prestation, au même titre que les artisans? Sachez qu'il y a une grosse peur vis-à-vis des artisans. Est-ce qu'ils vont me planter? Est-ce qu'il va faire du bon boulot, etc. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, de zones d'ombre. Donc, c'est vrai que du coup, moi, en expliquant un petit peu les étapes, etc., donc juste en expliquant avec les clients comment se déroule le chantier, donc là, déjà, ils se sentent rassurés. Donc, ils se disent, bon, ok, donc là, et ça, tu vois, comme pour faire le lien avec ce que tu disais,
développer l'écoute et puis l'observation, c'est que du coup, je constate que là, ils ont des craintes. Et moi, l'objectif, c'est de lever les objections. Donc, à chaque fois que je sens qu'ils vont me dire quelque chose ou qu'il y a une peur, voilà, là, vous avez un souci par rapport à ça, vous avez un doute. En fait, je développe ce doute pour l'enlever. Et après, c'est ce qui leur permet d'aller à l'étape d'après. Et après ça, je le développe pareil avec les artisans. Donc après, on peut parler plus généralement de management. Donc c'est prendre en compte les gens dans leur personnalité complète. Et puis, étant moi artisan à la base, donc je sais très bien comment fonctionne un artisan. Je sais pourquoi des fois ils font des erreurs. Je sais pourquoi ils répondent pas au téléphone. Je sais pourquoi, voilà, parce qu'ils ont leur train de vie, ils ont pris 2-3 chantiers en simultané, ils savent pas, ils gèrent sur le feu leur société. Donc voilà, donc moi ayant vécu ça, c'est ce qui me permet en fait, tu vois, d'avoir une posture vis-à-vis des artisans. Ils me regardent pas comme un architecte parce que je parle le même langage d'eux. Donc ils se disent, ok, il parle comme moi, donc il me comprend, donc je peux lui faire confiance. Donc au final, d'avoir travaillé dans différents corps de métier, différentes activités, ça a été une richesse parce que maintenant tu as cette capacité d'aider les gens à comprendre les différents profils, les différents corps de métier. Et donc ce qui est peut-être à un moment pouvait, je sais pas si c'était le cas, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on a différentes casquettes, on peut se dire il est éparpillé, mais au final, toi, tu en as créé une vraie force dans ton accompagnement d'aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est sûr. De toute façon, comme tu l'as dit, en fait, le fait de voir beaucoup de gens de profils différents, de classes sociales différentes, ça t'enrichit de folie parce que du coup, ça te permet de garder la tête sur les épaules déjà. Et puis, d'essayer d'être humble au maximum. Chacun a un niveau de sa vie là où il en est, avec les moyens qu'il a pu, avec les outils qu'il a. Et c'est vrai que tout le monde évolue de façon différente. Et c'est vrai que ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et du coup, c'est comme ça que j'adapte mon dialogue. Ouais, du coup, t'es comme un caméléon en quelque sorte où tu sais. Ouais, complètement, bien sûr. Par exemple, je vais pas parler de la même façon avec des PDG, tu vois, qui brassent déjà plein de millions. Ils ont un certain langage, donc je vais me calquer à leur langage, tu vois. Et puis un mec, un artisan lambda, il a un langage beaucoup plus familier. Je vais m'adapter automatiquement à lui. Mais c'est ce qui fait que du coup, ça match avec tout le monde. Le but, c'est pas de prendre les gens de haut, etc. Je m'adapte en fait en fonction des profils. Et c'est ce qui permet, après, je suis le lien en fait entre tous les profils qu'il y a autour de moi. Ouais. Et là, on voit un fil conducteur un peu par rapport à ton parcours, les deux activités que tu as parlé, et comment on devient au final, ou comment on exprime qui on est à travers le mannequinat et être comédien en fait. Ça après, pour te donner le fil conducteur de mon parcours, c'est que déjà, vu que je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat très tôt, donc assez jeune, tu vois, donc j'ai eu une bonne petite expérience. Et en fait, c'est les gens, à chaque fois que je leur racontais un petit peu mon parcours, ils me disaient mais t'as quel âge? Et t'as déjà fait tout ça, quoi. T'as combien de vies, quoi. Donc du coup, moi, ça me paraissait normal, hein. Enfin, moi, j'ai fait mes choix de vie. Pour moi, il y avait rien d'extraordinaire, etc. Mais en fait, c'est à force d'en parler autour de moi, les gens, en fait, ils étaient, je voyais qu'ils étaient choqués, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et ils disaient, tiens, c'est pas tous les jours que j'entends ça. Il me dit, t'as 20 ans, t'as déjà monté une première boîte, t'as une boutique de jeux vidéo, t'as fait de l'importation de produits, importation de voitures, vidéos, photos, restauration. Tout ça en quelques années, tu vois. Donc le fait qu'on me pose ces questions-là, c'est comme ça que du coup on m'a demandé que je suis arrivé petit à petit
dans le monde du coaching et dans le monde en fait de la conférence. Parce que, vu que tout le monde me posait tout le temps les mêmes questions, je dis bon bah il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Ouais. Et en fait, j'avais compris qu'à travers déjà ce début de parcours, en fait il y avait des gens qui disaient en fait je peux vivre différemment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais totalement. En disant mais en fait on peut faire autre chose. Je dis oui bien sûr qu'on peut faire autre chose, tu vois. Donc là, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde des conférenciers. Donc par ce côté justement parcours assez que j'ai commencé tôt et puis où j'ai diversifié tous mes métiers dès le départ. Et en fait, je me suis enrichi de tous ces métiers. Et après, en fait, c'est tout simplement, je me suis dit, maintenant, ça m'a fait un petit déclic, si tu veux, le fait qu'on me pose ces questions, on me dise, tiens, tu peux faire t'as fait ci, t'as fait ça, etc. En fait, je me suis tout simplement posé la question, qu'est-ce que tu peux faire d'autre en kiffant ta vie, quoi, en fait. Et pour faire le lien avec le mannequinat, c'est que vu que je voyageais beaucoup, je voulais voyager différemment. Donc, au lieu de faire tout simplement le touriste dans les pays que je visitais, je voulais travailler dans le pays, voilà, pour voir vraiment l'arrière du décor. Parce que quand tu fais tout simplement le touriste, tu vas voir les beaux monuments, etc. Tu vois pas vraiment le cœur du pays. Tandis que quand tu travailles sur place, tu vois un petit peu les gens au quotidien, tu vois leur routine, comment leur vie, etc. Et là, tu te rends compte que c'est un autre monde. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du mannequinat, parce que, comme tu l'as expliqué, c'est que je voulais voyager différemment. Là, tu as différentes facettes en exprimant à travers différentes activités. Tu m'avais parlé un jour que à un moment tu exprimais ou tu parlais que seulement d'une activité, et il y a un moment où tu t'es lâché en fait, ou tu as lâché prise, je sais pas comment tu l'exprimes, mais où tu te présentais vraiment avec tout le panel et toi c'était le tout en fait. Ah, complètement. En fait, tu vois, cette question, cette grande question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et t'imagines même pas comme c'est une question terrible pour moi. Elle est même horrible parce que j'ai horreur de me cataloguer dans une case. Ouais. Et c'est vrai que vu qu'on est dans un système où on me demande, voilà, qu'est-ce que tu fais comme métier, c'est quoi ton diplôme, etc. J'ai eu un gros mal-être vis-à-vis de ça. Donc je me définissais forcément par mon premier métier qui était artisan menuisier au départ. Et puis pour rentrer dans les cases du système, je ne parlais que de cette activité-là. Et après, effectivement, j'ai eu le déclic. Je pourrais pas dire c'était quoi exactement. C'est à force de faire les choses que je voulais faire, le déclic, ça a été de le verbaliser en fait. Quand la première fois que je pourrais pas te dire à qui j'en ai parlé, mais quand j'ai dit, on m'a posé cette question, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, voilà, moi, j'ai une grosse activité principale, je fais ça. Je suis maître d'œuvre designer, mais je suis mannequin, comédien, je suis conférencier et formateur. Et en fait, la première fois que j'ai dit tout ça, il y a un peu un petit poids qui s'est libéré en moi, tu vois. Je dis, putain, mais c'est cool en fait. Tu vois, j'avais un peu, là, c'était la première fois que j'assumais toutes mes casquettes. Et ça a été vraiment libérateur. Et depuis, ça a été puissance 10 parce que du coup, je le crie haut et fort. Ouais. Et c'est ce qui fait une de mes grandes forces encore aujourd'hui dans tous mes entretiens. Parce que je me différencie de tout le monde. Ouais, et c'est quand on s'est rencontrés et qu'on a eu cette première discussion que tu m'as dit tout ce que tu faisais. En fait, j'ai eu des yeux d'enfant et j'étais là, waouh, trop bien, en fait, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je croise qui sont comme ça, mais qui culpabilisent à parler des différentes activités qu'ils font comme si ça se faisait pas en fait. Ah ouais, alors de plus en plus ça se fait, mais il y a encore une progression à faire là-dessus. Quel conseil tu pourrais leur donner en fait? Ah, mort. Du coup, moi c'est vrai que je m'en aperçois de plus en plus. Le fait d'en parler de plus en plus, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent me voir en me disant non mais c'est génial, machin, je me reconnais trop dans ce que tu dis, etc.
Et oui, nous, on est arrivé dans une ère où il y a l'Internet qui est arrivé. Donc, on a beaucoup d'informations. On peut apprendre déjà beaucoup de choses tout seul. On peut se former, etc. Donc, maintenant, si tu vois tous les jeunes d'aujourd'hui, ils sont capables, ils font tous de la vidéo, ils font de la musique, ils créent leur marque de vêtements, etc. Donc, ils ont déjà, alors qu'ils sont même pas dans le monde du travail, ils ont déjà développé énormément de cordes. Et c'est vrai qu'après, arrive le moment où ils doivent choisir un métier ou rentrer dans les cases du système. Et c'est là où ça commence à déjanter un peu parce qu'ils se disent, je dois faire un choix. Et là, ils disent, mais pourquoi faire un choix? Et c'est vrai que moi, je me pose plus de questions, si tu veux, en fait. Moi, du coup, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Par contre, j'ai un protocole. Je peux vous donner le tips déjà. Là, je vous le donne tout de suite pour ceux qui ont envie d'explorer, de faire plein de choses. C'est pas parce que tu as envie de tester, développer notre corde que tu dois monter une entreprise pour développer cette corde. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, je bosse dans les assurances. Et puis, mais en fait, le truc qui me fait kiffer, c'est de faire des bouquets de fleurs. J'ai accompagné des gens, c'était ça. Ils ont fait une carrière de ouf dans des assurances. Et leur kiff, c'est de faire des bouquets de fleurs décoratifs pour les maisons. J'ai dit, OK. Et sa première réaction à cette dame, ça a été de me dire, en fait, quand je serai à la retraite, je vais monter une structure pour commencer à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Tu vois le truc? J'ai dit, waouh! Tu vas attendre la retraite pour expérimenter un truc qui te fait déjà kiffer de faire. Et quand tu seras à la retraite, tu vas monter une boîte pour tester. J'ai dit, là, déjà, tu vas droit dans le mur. Tu sais pas déjà si demain, tu seras encore sur Terre. Donc, il y a le facteur temps qui fait que, tu sais pas, il y a la santé, Et puis, c'est surtout, je dis, mais si tu veux expérimenter, expérimente maintenant. Crée des bouquets, fais-en à tes amis, teste, crée tes produits. Et une fois que tu auras fait tout ça, oui, réfléchis si tu veux en faire un business ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai pu m'en rendre compte beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui me disent je veux faire ça, je vais monter une boîte, je vais faire ci. Pourquoi tu veux monter une boîte? Le problème de quand tu montes une boîte, particulièrement en France, c'est dès que tu as ton numéro de tirette, tu as tout le système des impôts, des charges salariales, etc., qui se met en route. Et les gens, ce qui se passe très souvent, c'est qu'ils font leur marketing, ils développent leurs offres la première année, ils vont chercher du client, etc. Alors que tout ça, ils auraient pu déjà commencer à le faire en amont et pas se dégoûter du coup d'un truc qui leur faisait plaisir de faire à la base. Tu vois le truc? Ouais. Donc le conseil, c'est de se lancer et à s'ouvrir de expérimentez-vous, mais expérimentez. Si tu veux faire de l'accompagnement, du coaching, fais du coaching. Moi, j'ai fait du coaching gratos pendant 2 ans. Mais ça m'a permis d'affiner un petit peu ma façon d'accompagner les gens. Ça m'a permis aussi de voir plein de profils et puis de voir au final qu'il y avait 3-4 grandes causes répétitives qui revenaient. Tu vois? Et après, je me suis dit, OK, je me suis même dit à ce moment-là, quel type de client je vais accompagner. Donc, j'ai créé mes offres. Mais une fois que j'ai fait tout ça, même le site internet et tout ça, c'est après que je me dis, je vais penser à une structure juridique, je vais voir mes avocats, je vais dire, voilà comment on peut faire, je veux monter ça, etc. Mais voilà, ça, c'est un des conseils que je dis tout de suite. Et les gens, mais n'attendez pas, testez. Vous avez le droit de tester. Et puis, c'est pas parce que vous vendez un bouquet de fleurs, vous faites une prestation pas chère que ça y est, vous êtes dans l'illégalité. Il faut s'enlever cette croyance-là dans la tête. J'ai une dame qui me dit, oula, non, moi je veux monter une structure, sinon j'ai pas le droit de vendre. Ok, mais je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de tester et puis de donner déjà à tes voisins pour avoir un feedback sur tes produits? Et tu veux monter une boîte, après tu veux faire tes produits pour les tester, peut-être tout de suite, au moins tu gagnes du temps. Et même tester si c'est vraiment ce qui l'a fait kiffer et de voir si la relation avec le client, c'est aussi ce qui la drive, ce qui Exactement, tout à fait. Et là, il y a un grand parcours. Moi, je sais qu'en moyenne, maintenant, je sais que vu que j'ai un protocole, je sais que je peux développer plein d'autres cordes très rapidement parce que j'ai un process.
qui est ancré, donc je sais comment le faire. Mais en tout cas, le process, c'est le même. C'est que quand j'ai envie de faire un truc, l'option, c'est de me former avec quelqu'un qui est déjà au niveau auquel je veux être. Donc, du coup, je m'apprenne de tout ça. Après, je rentre dans un environnement où il n'y a que des personnes comme ça. Pour prendre un exemple, on va dire, à l'époque, quand j'ai commencé les conférences, j'ai pris un coach pour un conférencier, pour qu'il m'apprenne les métiers de la conférence. Je suis rentré dans les Toastmasters. Les Toastmasters, c'est un truc pour s'exprimer, pour la prise de parole en public. Mais du coup, j'ai agrandi mon réseau dans ce monde-là. Donc, j'ai rencontré d'autres conférenciers, etc. Prise de parole en public, du théâtre, etc. C'est ce qui m'a permis, moi, de me construire. Et après, je commence à réfléchir à le monétiser. Et d'abord, j'ai expérimenté à 2-3 personnes, à 10 personnes. Après, jusqu'à faire une présentation sur 300 personnes. Et ouais, mais j'ai expérimenté. Et encore une fois, sans parler de finances tout de suite, tu vois. Ouais, c'est hyper riche ce que tu partages. J'espère que vous prenez la valeur de ce que JC vous partage sur l'expérimentation et sur la montée en compétences aussi avec le process qu'il a partagé. Donc merci beaucoup de partager ça. En fait, c'est hyper riche et ça peut être peut-être simple d'un premier abord, mais au final, en l'appliquant, toi, tu en es la preuve de mettre en place ce process. Ça te permet vraiment d'arriver vite à tes objectifs, en fait, c'est ça? Oui, d'arriver vite. Et après, on parle beaucoup d'estime et de confiance en soi. Et comment on le développe, comment on développe ça? En fait, c'est en pratiquant sur le terrain, ni plus ni moins. Hein. On ne devient pas conférencier parce qu'on regarde juste des vidéos de conférenciers. On devient conférencier à force de pratiquer, à force de verbaliser un petit peu les choses, être confronté à un vrai public. Et puis, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, hein, les émotions, la transpiration, la peur du trou noir. Enfin, voilà, et c'est super riche, en fait. Tu vois, et une fois que tu as passé tous ces caps-là, ton cerveau, il a compris. Il dit, OK, ça, tu sais faire. Maintenant, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et ça, comme je te dis, ce process, j'ai le même process pour n'importe quel type de compétences que je veux développer. Ouais, et par rapport à ce que tu disais là, de l'estime, de la confiance en soi, au final, par rapport au process que tu as énoncé, c'est en t'entourant, en faisant des petits pas comme passer à Toastmaster et tout ça, que tu as au final gagné en confiance pour faire des conférences. Tu t'es pas dit du jour au lendemain, je vais faire une conférence devant 200 personnes. Bien sûr que non. Tu peux, mais du coup, là, soit tu as déjà, parce que dans le passé, tu as développé d'autres compétences, donc on va dire que tu as le courage de le faire et d'y aller, et puis on va dire que ça passe. Mais après, si tu n'as jamais fait ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du patin à glace, c'est pas en regardant des vidéos YouTube qu'il va faire du patin à glace comme un dieu demain, quoi, tu vois. Donc tu vas y aller, tu vas patiner un peu en mode, tu vois, comme les chiens qui patinent dans l'eau, quoi. Et après, c'est petit à petit, tu vas te faire accompagner, on va te dire, voilà, fais comme ça, petit à petit, et ainsi de suite. C'est que souvent, les gens, en fait, ils ont la vision finale, mais ils veulent pas faire les petits pas du départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va super vite, donc les gens veulent des résultats vite. En fait, toi, quand tu veux développer une compétence, tu peux pas te télécharger encore aujourd'hui une appli dans ta tête à la Matrix, et hop, tu deviens un maître des arts martiaux ou un maître conférencier comme ça, tu vois. Et ça arrivera peut-être demain. Ouais, il y a toujours ces étapes, ces escaliers là de la montée en compétence. Bien sûr, tout à fait. Qui sont nécessaires de faire. D'être confronté, tu vois, toi qui fais du coaching, moi c'est pareil, j'ai accompagné des gens au départ, mais c'est comme ça aussi que j'ai développé encore plus l'écoute et puis l'observation, parce que j'écoute ce que les gens ils me disent. Et puis moi, l'objectif, c'est de leur faire prendre conscience par eux-mêmes des erreurs ou de trouver la solution par elles-mêmes, tu vois. Et c'est encore un exercice différent. Mais encore une fois, je suis pas devenu
Et encore, tu vois, même, j'en parle pas spécialement fort. Je dis pas, je suis coach, tu vois. Pour moi, je sens même pas. J'ai peut-être le syndrome de l'imposteur, tu vois, encore à ce niveau-là. Et pourtant, tu vois, j'ai créé 2 académies et j'accompagne encore des gens. Je t'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. J'ai signé avec un coach de haut niveau, un accompagnement sur l'année, un gros chiffre, tu vois. Donc au final, c'est que les gens, en tout cas sur l'attitude et ce que je dégage, les gens, tu vois, me font confiance. On reconnaît ça. Ouais. Et ça, comment j'en arrive là? En fait, c'est tous ces petits pas qu'on m'a parlé tout à l'heure, toutes ces petites expériences que j'ai eues dans le passé, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aisance devant les gens. J'ai moins de crainte pour parler avec un PDG ou quelqu'un de lambda. Tu vois, comme je te dis, je m'adapte en fonction de la personne, sans jugement, et tout simplement parce que je suis passé par toutes ces étapes moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je sais, entre guillemets, je connais leur douleur à ce moment-là et je peux leur expliquer mon histoire quand j'étais au même niveau qu'eux, leur dire, voilà, moi, quand j'en étais à ce stade-là, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà ce que j'ai mis en place. Et du coup, ça leur permet de se dire, ah, ok, alors si toi aussi t'es passé par là, ils se disent que c'est normal. Et c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les rassure et ils font leur step derrière. Ouais. Ouais, c'est en quelque sorte une sorte d'autorisation aussi. Ouais. Vas-y, c'est comme le petit enfant là. Vas-y, t'as les petits trous là derrière et après on les enlèvera. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui s'autorisent pas parce qu'elles se font une grosse montagne et au final elles peuvent se mettre de trop gros objectifs ou de trop gros challenges. Alors que là, tu viens de partager. Step by step et il faut pas mettre la vieille expression la charrue avant les bœufs, mais c'est ce qu'on peut oublier parfois d'aller au plus simple en fait. C'est surtout la partie apprentissage en fait, tout simplement, ni plus ni moins. Et c'est vrai que aujourd'hui les gens veulent tout trop vite, donc il suffit pas juste de lire un livre ou juste regarder une vidéo. Ça c'est bien sûr, ça te permet d'avoir une vision globale des choses. Mais après, il faut pratiquer. Et c'est qu'en pratiquant que tu vas t'améliorer, te rendre compte de certaines choses. Et si tu te fais accompagner, surtout, on va pouvoir te corriger aussi, tu vois. Parce que des fois, on a la tête dans le guidon, on fonce, et au final, tu vois, on fait pas bien attention à ce qu'on fait, tête dans le guidon, et puis on se rend compte que là, là, j'ai fait un parcours pendant je sais pas combien de temps, mais sans regarder derrière. Et je me rends compte que j'ai pas été très efficace, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui de multiples compétences aussi qu'elle peut exprimer à travers différentes activités, mais que ne s'autorise pas en fait à les faire? Que c'est un tort. Il faut le crier haut et fort. Et en fait, pour parler concrètement, tu vois, tu vois, moi, de comment j'en ai fait une force, c'est par exemple dans tous mes entretiens, comme je te dis, par exemple dans le mannequinat, les agences, moi j'arrive dans les agences, je suis clairement dans l'état d'esprit dans lequel je suis plus une opportunité pour les agences que les agences sont une opportunité pour moi. Parce que tout simplement, parce que moi j'ai compris un petit peu le cheminement et moi les agences de mannequinat me trouvent du boulot, mais pas trop. Au final, c'est moi qui arrive à trouver mes jobs. Donc en fait, tu vois, en trouvant mes jobs, moi j'ai le luxe de choisir l'agence qui va me représenter. Super. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu vois un petit peu le mindset. Donc après, moi, quand j'arrive dans des agences, en ayant cet état d'esprit, forcément, j'y arrive, je leur dis pas, je suis mannequin, machin, ça ils l'entendent tous les jours. Je suis mannequin, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je sais qu'il faut pas leur parler de ça parce qu'ils en reçoivent 50 par jour des jeunes qui arrivent, qui vont leur faire un métier, etc. Moi, je leur dis, je leur parle de toutes mes autres activités. Voilà, moi, je suis maître d'œuvre designer, je suis spécialisé dans la rénovation de biens immobiliers. Je fais de la formation aussi, coach business. J'ai créé 2 académies, Académie d'architectes, Académie Rubix. Et je fais des conférences justement pour accompagner les gens sur le développement sur du mindset et de leur business. Donc déjà, juste quand j'arrive et je ponds ça pose le décor.
Et autant dire que des gens qui arrivent et qui posent un décor comme ça, il n'y en a pas 50 000. Ouais, pattern interrupt. donc là, après, c'est pas me surévaluer, c'est pas, non, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et puis, ce qui est bien, c'est que s'ils me croient pas, c'est que j'ai mes sites, j'ai mes vidéos, etc. Donc voilà les campagnes de pub que j'ai fait, voilà le type de chantier que je fais, voilà le type d'accompagnement que je fais. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Donc déjà, en fait, juste par mon pitch, en fait, je marque les esprits de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, déjà, que j'ai le job ou que j'ai pas le job, la personne, je sais que je l'ai marqué. Et après, et c'est comme ça, comme je t'en avais expliqué, c'est comme ça que, au final, c'est comme ça que j'ai mes jobs, parce que je fais du cross-selling entre toutes mes activités. Donc en fait, moi, j'ai des jobs dans l'IMO que j'ai obtenus dans le mannequinat, et vice-versa, j'ai eu dans le mannequinat, j'ai eu des jobs dans l'IMO. Dans le coaching, j'ai eu aussi des jobs, tu vois, dans la rénovation, où on m'a donné des contacts aussi dans le cinéma, enfin, tu vois. Et du coup, en fait, le fait finalement de parler de toutes mes activités, les gens, automatiquement, ils disent, ah bah tiens, ça m'intéresse, ou ça m'intéresse. Et même moi, je m'en sers au final. Quand je parle de mes activités, généralement, je sais qu'il y en a une qui fait mouche. Pas tout le temps, mais parfois, très souvent, il y en a une qui fait mouche. Donc, je sais que ma conversation, je vais l'appuyer dessus. Et c'est comme ça que je vais capter l'attention de la personne, créer un lien, et après, au final, obtenir un contrat ou un job, peu importe. Ouais, capter l'attention, créer un lien. Et ce lien, toi aussi, te permet par la suite d'avoir possiblement des opportunités. Tu joues pas tout sur la relation, parce que ça m'arrive moi que des entrepreneurs me contactent et en fait ils font du all-in en fait. Ils font du all-in et sans créer la relation. D'accord. Et moi je leur dis des fois, mais ça serait bien que tu t'intéresses à moi, quoi, tu vois, avant. Et bien sûr. Et ça arrive des gens où tu leur dis s'intéresser à moi, ils posent 2-3 questions et après ils veulent savoir mes objectifs. Mais attends, tu t'intéresses pas à moi là, tu t'intéresses à mon business, quoi. Je vois ce que tu dis, mais super important. Ça, c'est quand tu découvres quelqu'un, ça c'est parce que ce que j'ai développé avant, l'écoute de la personne. Donc, et même moi, ce que les gens font peu, je les questionne. Je dis, tiens, ça fait combien de temps que t'es, pour parler d'un cas très concret, là, j'étais sur Paris il y a quelques semaines pour un job pour la marque Bombers Original. La directrice marketing, elle est nouvelle. En fait, elle est en train de redorer un petit peu la marque. Et notre premier entretien, en fait, je l'ai questionné. Donc forcément, au début, elle m'a questionné, elle m'a posé les premières questions un peu bateau. Ta taille, ton poids, machin, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc là, j'étale mon pitch sur toute. Donc là, déjà, ça l'interpelle. Et surtout qu'après, derrière, moi, je l'ai questionné. Je dis, toi, ça fait combien de temps que tu es arrivé ici? Et c'est quoi ton challenge? Et puis, et qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver là? Tu étais chez qui? Et en fait, toi, le fait de m'intéresser à elle, elle m'a dit, voilà, j'ai fait ça, etc. Je suis passé par tel match, j'ai bossé chez Obad, après chez machin. Donc moi, ça m'a permis un peu de voir le profil de la personne. Donc, c'était une nana profil entrepreneur qui aime bien les challenges et relever les trucs. Donc, moi, forcément, j'ai joué sur cette carte-là pour créer du lien. Je dis, ok, donc je lui ai parlé un peu de mes business, de l'entrepreneuriat, de mes challenges. Et après, sur la fin de l'entretien, moi, je lui ai renvoyé un mail le soir en lui disant, écoute, voilà, si tu as besoin de moi, je lui ai dit, en gros, je lui ai dit, je t'aiderai à relever ton challenge dans ton objectif de cette boîte. Et ça lui a fait plaisir. Donc, j'ai eu le job derrière, tu vois, pour te dire. Et elle m'a dit, non, franchement, j'ai trop envie de bosser avec toi, etc. Donc, ça a mené à un contrat, tu vois. Mais le fait d'écouter la personne, son histoire, et après de s'y intéresser vraiment, il faut pas être faux cul non plus. Donc, bien sûr. Ça se voit tout de suite. Tu as des mecs, des fois, ils te posent 2-3 questions, et après, comme tu l'as dit, après, ils veulent te vendre un truc. Tu dis, non, mais mec, en fait, je ne m'intéresse pas, en fait. Ça se voit.
Donc, faire attention à ça. Ouais. Ouais, même dans la relation, moi je le sens dans l'intention que la personne a, tu le sens, tu le sens vite. Et plus au final tu rencontres de nouvelles personnes, plus tu développes cette capacité de ressentir ça. Et tu vois au final l'authenticité dans la relation que les gens ont ou n'ont pas. Enfin. Après, la grande difficulté, c'est de ne pas être aussi dans la demande. Voilà, pour faire Je sais que dans le monde du mannequinat, souvent les jeunes, ils ont faim, quoi. Ils ont envie d'avoir plein d'expériences, etc. Et du coup, dans leur comportement, tu vois, corporel et puis même leur façon de parler, tu sens qu'ils sont dans la demande de job, etc. Et ça malheureusement, ça se ressent et c'est pénalisant pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que quand tu arrives dans une énergie ultra positive et puis qu'au final, tu n'en as rien à cirer, que c'est pas le job ou pas, parce que moi, clairement, dans le mannequinat, c'est pas ça qui me fait vivre. Ouais. Et du coup, mais les gens, ils le ressentent beaucoup, ça. Ils disent, OK, bon, le mec, il est en place, il a ses jobs, il a ses business, et je le dis d'entrée de jeu, je leur dis, je m'en cache pas, je dis, bon, moi, je gagne très bien ma vie. Le mannequinat, c'est un loisir, c'est un plaisir, et ça me permet d'élargir mon réseau. Et je t'en avais parlé, mais moi, je me suis mis un challenge beaucoup plus élevé. C'est que maintenant, moi, je vais chercher directement les marques et leur proposer justement la réalisation de leur prochaine campagne de pub, moi en tant que mannequin, en tant que réalisateur aussi. Et juste pour revenir à ce que tu disais, c'est la différence entre l'énergie de manque et l'énergie d'abondance en quelque sorte, où t'arrives et tu as pas de besoin en fait. Oui, t'es attractif au final. Ça, c'est être attractif, magnétique. Ouais. Et je l'ai vu avec toi parce qu'on avait fait un petit déj à la maison. J'avais invité des entrepreneurs et je l'ai vu, là ou à d'autres endroits où la façon dont tu présentes les choses, la façon dont tu pitches aussi, on voit que les gens ils ont cet attrait de savoir, d'en savoir plus et c'est cool. Et puis moi, et surtout que tu me poses la question, moi je te réponds clairement. Si tu me demandes ma stratégie technique, machin, je te la donne en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça, c'est très français aussi, où les gens cachent un petit peu leur réussite, où ils veulent pas trop donner leurs tips. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, tu me dis, JC, t'as fait ça, dis-moi ce que t'as fait. Je te le dis, quoi, je veux dire. Et puis si tu y arrives, tant mieux, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'en France, on n'est pas très aidé pour ça. Tu vois, les gens, je te dis, dès qu'ils réussissent un petit peu, ils cachent leur réussite. Et, tu vois, et puis, tu vois, ils disent, ou sinon, il faut que tu montes patte blanche, quoi. Il faut que tu montes ton réseau, ton compte en banque pour savoir si je peux tu vois, je dis, waouh, c'est fou. Alors que moi, tu peux être, tu vois, débutant, moyen, etc. Tu me poses la question, je te réponds en fait. Je veux pas pourquoi cacher. Tu me dis, tiens, JC, là j'en suis là, où j'ai un galère avec un client, comment toi t'aurais réagi, ou est-ce que tu as été confronté à ça? Je te le dis, je vais pas te dire, écoute, va sur mon site internet, tu prends un rendez-vous et puis c'est 200 balles la consultation, tu vois. Et il y a trop de gens qui sont comme ça, malheureusement. Bon, on me le dit souvent, moi je suis dans le don, donc moi tu me poses une question, j'y réponds, ni plus ni moins. Et puis si ça aide les gens, tant mieux. Je veux dire, s'il y a des gens qui arrivent même mieux que moi, c'est super. Je veux dire, tu vois, et tant mieux. Et même si je peux apprendre d'eux derrière, je dis, dis-moi ce que tu as mis en place, comment, et puis comme ça, j'apprends en plus avec eux, tu vois. Mais au final, tu utilises les gens vraiment comme un réseau, comme des personnes en fait, t'es pas dans le B2B, t'es dans le P2P là, le people to people, où tu connectes vraiment aux gens et tu t'intéresses à eux et en plus ces entrepreneurs là qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter sont souvent des entrepreneurs qui ont cette envie d'être en connexion avec les gens et pas d'avoir des relations fausses. Donc, ce que tu dis, je suis sûr que ça va résonner en eux et ça va peut-être aussi en aider à certains à se dire, waouh, mais en fait, dans le business aussi, on n'est pas obligé de porter ce fameux masque qui, des fois, dans certaines formations, j'ai trop l'impression que, des formations, des accompagnements
qu'on te parle déjà d'être dans une posture quoi, presque de marketeur ou de vendeur quoi, alors que je vois très bien. Ça te met de la distance avec qui t'es vraiment. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, tu vois, pour parler justement de l'environnement des personnes qui a navigué autour de moi, j'ai fait, il y a eu un tri naturel qui s'est fait. Il y a plein de gens que je vois plus. Après, pas parce qu'on s'aime plus ou parce qu'on s'est embrouillé. C'est juste parce qu'on n'était plus vraiment en phase, tu vois. Chacun avait son chemin de vie, on va dire. Et puis, du coup, nos deux chemins ne correspondaient plus du tout ensemble. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros balayage de mon entourage. Et aujourd'hui, le fait, ça paraît logique, mais le fait d'assumer toutes mes casquettes, que ce soit mes clients ou même des nouvelles personnes que je rencontre pour du réseautage, etc. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer ça, même qui vont me dire, je peux te dire clairement, aux yeux de ma famille, je suis un extraterrestre, je suis un bordel. Si tu parles de moi à ma mère va dire mais mon fils, il fait n'importe quoi, parce que pour elle c'est pas normal d'avoir plusieurs métiers. C'est pas normal, tu vois, de partir comme ça, parce que elle dans sa réalité à elle, il fallait faire des études pour faire carrière dans une société. Ça, c'est très cliché asiatique, hein, il fallait être docteur ou avocat, sinon t'étais de la merde. Donc pour elle, tu vois, dans sa réalité à elle, je suis un vrai bordel. Je suis pas du tout, je suis pas stable. Je suis encore immature, tu vois, et ça, c'était un sacré challenge avec mon entourage. Donc j'y vais avec des pincettes, mais en fait, on passe par 3 phases avec son entourage proche comme ça. C'est que la première réaction, c'est qu'ils prennent pour un fou. Après, la deuxième étape, c'est limite, ils vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Et une fois que tu leur montres clairement les choses, un truc concret, pour eux, c'était une évidence. Ils vont dire c'est normal. Et ça, c'est une loi un peu universelle, tu vois. Souvent, les gens, tu vas leur parler d'un projet business, dans quoi tu te lances, ils vont même pas croire en toi, ils vont même pas t'aider. Quand ils voient que tu persistes, tu fais tes petits pas, il y en a qui vont essayer de te piquer. Tu peux dire, là, c'est pas fait pour toi, c'est de la merde, en mode négatif. Et une fois que tu auras passé ces steps-là, les gens, ils vont dire, ok, ils vont dire, non, mais c'est JC, lui, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? C'était une évidence. C'était une évidence. Je me suis donné les moyens pour, en fait, tu vois. Ouais. J'ai fait mes petites étapes, j'ai fait mon process. Et ouais, tu vois, les campagnes de pub, quand je dis je suis mannequin, je leur montre les campagnes de pub, maintenant, il n'y a personne qui remet en question si je suis un mannequin ou pas. Et tu peux les partager pour les gens qui comprennent ce que tu as fait dans le mannequinat et à quel niveau en fait tu es allé, parce qu'on dit mannequinat, mais... Ouais, dans le mannequinat, j'ai fait, après, c'est jusqu'à des grosses campagnes de pub. Donc, après, les marques, là, j'ai fait une marque pour Maserati. J'ai travaillé pour la Uniqlo. J'ai travaillé aussi pour la Canadienne, Girardot Voyage, pour citer quelques noms. Et après, des gros spots, ce qu'on peut voir à la télévision. Hein, donc, après, on pourra mettre un lien pour ceux qui veulent sur mon book, ceux qui veulent voir par curiosité. Ouais. Mais voilà. Mais avant d'en arriver justement à faire des campagnes de pub, en fait, je me suis rapproché de mannequins professionnels qui m'ont appris le métier de mannequin dans sa globalité. Après, j'ai fait des petits castings, j'ai fait des petits jobs même où j'étais pas payé ou payé à coup de lance-pierre. Mais ça m'a permis un peu de voir le fonctionnement. Et une fois que j'avais compris les codes du mannequinat, j'ai développé mon réseau dans le mannequinat. Et comme je te l'ai dit là tout à l'heure, c'est que maintenant, mon challenge, moi, je vais chercher directement les grosses marques. Je ne vais pas attendre qu'une agence m'envoie un mail. Ouais, salut JC, est-ce que ça t'intéresse? Non, je vais chercher les directeurs, je vais chercher le directeur marketing, tu vois, ressources humaines, machin, de la boîte, créer du lien et leur proposer mes services, tout simplement. Ouais, tu te mets toujours pas dans le cadre, en fait, tu te crées ton propre cadre, en fait, tu crées tes règles là. Ça, c'est cool. Exactement. Ça, j'adore. En fait, je me crée mes opportunités au final, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais.
sais, quand tu as compris que le temps, c'est ce que tu avais de plus précieux et que surtout qu'il était limité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mets zéro limite, moi, dans ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux pas mourir demain et me dire, si j'avais su, j'aurais essayé. Tu vois cette phrase de merde, bateau. Mais ça, il est hors de question que je me dis ça. Moi, je veux que quand je serai plus sur cette planète, je veux dire, bah là, j'ai bien kiffé ma vie sur cette planète. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire au niveau que je pouvais le faire avec, mais au moins, je l'ai fait. Et voilà, et au moins, tu vois, sans regret. Ouais, c'est cool. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de partir d'ici en se disant si j'aurais su, j'aurais essayé ci ou j'aurais essayé ça. Oh, je trouve ça terrible quand même. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi qui t'anime aujourd'hui dans ta vie? Ce qui m'anime, ce qui m'anime, c'est de façon générale, j'adore me connecter avec les gens. Donc tu vois, c'est vrai que du coup, mon mécanisme, c'est ça, c'est je développe une compétence, j'élargis mon réseau dedans et je crée du lien avec tout le monde. Un vrai lien, tu vois, comme le lien que j'ai créé avec toi, tu vois. Et du coup, ça crée des opportunités. Tu vois, on s'échange, tu vois, du coaching, on se rend compte, tu me proposes, tu vois, des séjours, machin, etc. Tu vois, et puis de façon naturelle et spontanée, c'est ça que j'aime bien. C'est créer, tu vois, des événements comme ça, enrichissants, sans programmer quelque chose en mode c'est pour avoir quelque chose derrière. Non, c'est juste pour kiffer l'instant présent avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Parce que comme j'ai dit, mon côté multicasquette, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Et c'est OK, je veux dire. Et naturellement, je suis pas avec ces gens-là. Et les gens qui ont une sensibilité à ça, bah forcément, je vais plus facilement connecter avec eux pour leur partager mon expérience et puis les aider à faire grandir. Moi, c'est ça qui m'anime au final. C'est, tu vois, c'est faire grandir les gens parce que moi, je les vois là où j'étais il y a quelques années en arrière. Donc, je dis, bah là où t'en es, t'inquiète, il y a plein de trucs à faire derrière et c'est génial. Et je leur fais gagner des années au final. Ah ben ouais, c'est clair. Et au final, tu disais, ouais, c'est ça qui est super, c'est j'ai des multicasquettes, je les assume. Je sais qu'en fait, il va y avoir l'entourage qui va peut-être y redire, mais en fait, voilà, faut rester sur sa constance, être c'est soi. pas grave. Ouais. Et ça permet d'attirer des personnes comme toi, de repousser, donc d'être polarisant et repousser des personnes qui te correspondent pas. Au final, les gens ont peur au final de vivre leur vraie vie et de rencontrer presque les personnes qui sont comme elles en ne s'autorisant pas ça en fait. Complètement. Tu vois, en plus j'ai envie de te dire, même toi qui es dans le coaching, je veux dire, il n'y a rien de pire d'accompagner une personne, toi, avec qui tu partages pas les mêmes valeurs et avec qui vous parlez pas le même langage. Donc tu vois, du coup, le fait d'assumer toutes ces casquettes, d'un côté, c'est aussi dire, voilà, moi je suis comme ça. Donc, si c'est quelque chose qui te plaît pas, viens pas avec moi. Parce que ça va pas matcher. Mais généralement, les gens qui viennent vers moi, c'est parce que j'ai tout ça. J'ai mis en place tout ça. Et ils disent, OK. Donc, lui, il y a tout ça. Et puis, dans leur tête, ils disent, mais moi, j'ai envie de faire tout ça aussi. Donc, forcément, j'attire les personnes qui sont similaires à moi. Et du coup, c'est les personnes avec qui je m'éclate le plus à accompagner. Parce que du coup, on a le même mindset. Et je sais qu'ils ont la niaque. Après, chacun avance à sa propre vitesse. Ça, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, c'est un kiff, tu vois, d'accompagner des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Ouais, mais c'est clair. Et ouais, c'est hyper inspirant. Et je suis sûr que les gens qui vont regarder, qui s'autorisent peut-être pas à l'être au final, j'espère que ton message, ton parcours, ton histoire va en réveiller certains et se dire en fait ça va. Ouais, franchement. Assumer. Vous pouvez être médecin et vendre des fleurs, vous pouvez être garagiste et puis designer, vous pouvez être. Il y a pas de règle. Je veux dire, on est dans un monde où justement, où aujourd'hui, on peut se former et développer énormément de compétences. C'est ce qui va faire votre unicité, puis c'est ce qui va vous différencier de toute la masse. Parce que si vous rentrez dans une case, un architecte, il y en a 350 millions sur le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre cet architecte-là plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est parce que il partageait la même passion de l'automobile?
Est-ce que c'est parce que vous avez un même hobby, faire du golf? C'est des clichés, mais bon, voilà. Mais tu vois, du coup, on va se rattacher à ça. Au final, quand on travaille avec une personne, c'est parce que très souvent, on partage les mêmes valeurs et on a les mêmes centres d'intérêt. Ouais. Quand tu prends conscience de ça, c'est pour ça que le fait d'assumer ce que tu fais, en fait, c'est juste voilà, une carte de visite plus claire pour la personne qui est en face et se dire, OK, si je bosse avec lui, c'est parce qu'il est comme ça. Tu vois, on peut avoir peur d'être rejeté, mais au final, c'est assumer pleinement qui on est pour au contraire polariser les personnes qui te... Et comme tu l'as dit, les personnes qui vont pas adhérer à ça, tu vas voir de façon naturelle, elles vont pas te choisir en fait. Et c'est plaisant en fait. Tu n'es plus en mode je dois chercher du client, je dis oui à tout le monde parce qu'il faut que je rentre des thunes. Là, je te jure, c'est pour ça que je dis que c'est ultra libérateur parce qu'à partir du moment où tu assumes toutes tes casquettes, ton environnement total change. C'est, les gens que tu rencontres, même ton style de vie change complètement. Parce que du coup, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont très similaires à toi. Donc toi, tu vas dire, bah c'est cool, je me sens moins extraterrestre. Je suis pas le seul, tu vois, à avoir plein de choses, plein d'idées, à avoir et du coup, c'est méga enrichissant parce que ça, tu vois, on fait des trucs, tac, j'ai rencontré plein de gens, on se dit bah tiens. Moi je fais ça, moi je fais ci, puis du coup, de façon naturelle, on va confronter nos deux mondes. Et quand je dis confronter, c'est qu'on va voir en fait, on se rend compte que le lien se fait très facilement, et du coup, on peut faire plein de choses ensemble, et du coup, on le fait de façon authentique et pas de façon opportuniste. C'est pour, tu vois, je vais être avec lui parce que je vais faire ça. Non, c'est du coup, vu qu'on partage les mêmes valeurs, le même état d'esprit et l'envie de partager les choses aussi, tu vois. Donc, du coup, ce qui fait que ta vie, elle rayonne derrière, quoi. Ouais, ça c'est essentiel, quoi. Ah bah à mort. de vivre sa vraie vie, quoi, et pas vivre la vie au travers du regard des autres, de ce que les autres... ou à travers ta famille, parce qu'il fallait que tu fasses ça, machin, sinon c'est pas bien. Là, c'est difficile, coup, hein. Même ses proches, ses amis, hein. Des fois, tu as des amis. Moi, c'est ce qui s'était passé, c'est que j'avais des amis de longue date avec qui j'ai traîné pendant des années. Après, ils avaient suivi un petit peu tu vois, ils avaient à 30 ans, ils se sont dit, il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai ma femme, mes enfants, etc. Et donc, ils sont tous rentrés dans ce schéma-là. Moi, c'est mes années où je suis parti, je voyageais, etc. Donc, tu vois, donc, comme je disais, c'est pas quand t'es fâché, mais ils ont suivi leur chemin. Et puis, moi, j'ai suivi le mien. Et du coup, et je suis content d'avoir suivi le mien. Et puis, pas d'avoir fait comme tous mes potes faisaient. Parce que je pense que j'aurais été malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Me dire, peut-être qu'il faut que je fasse ça aussi. Vu que tous mes potes font ça, il faut que je fasse pareil. Bah non, si dans le fond, t'as pas envie de faire ça et que t'as envie de faire autre chose, fais-le. Ça, c'est... Ouais. Je fonctionne beaucoup aussi, tu vois, au ressenti, aux émotions. Quand je sens un truc, là, je me pose même plus la question. Si je vois que ça me fait des trucs dans le corps, je fais OK, ça me provoque plein de choses dans le corps, c'est qu'il faut que je le fasse, tu vois. Il faut pas que je le remette à demain ou que je le mette sous le tapis. Parce que ça, c'est le genre de truc, si je le fais pas, c'est le genre de truc que je vais dire, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Tu vois? Ouais. Donc, écouter tes ressentis dans le corps, tes intuitions peut-être aussi, et y faire confiance et voir le résultat que ça procure, quoi. À mort. Ouais, grave. Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fier aujourd'hui? Bonne question. Peut-être ce côté, le fait de pouvoir m'exprimer de façon plus ouverte et d'assumer tout ça. Ça, c'est une belle fierté. Ouais. Tu vois, comme tu l'as dit, le fait d'assumer toutes mes facettes, mes casquettes, ça a été ultra libérateur pour moi. Parce qu'on a tout le temps, pendant des années, on a voulu me cataloguer dans une case et me mettre dans un truc. Ouais. Et moi, je refusais. Je dis non, pareil. Et ça, j'en suis assez fier parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je revendique et je vois que ça fait du bien aussi à beaucoup de gens qui me découvrent et qui voient mon parcours parce qu'au final, ils disent il existe un autre chemin. Ouais, c'est possible.
moi qui ai envie de faire ça, donc je peux. Donc à travers mes histoires, ils disent je peux aussi, du coup, moi aussi faire ça, tu vois. Et ça, du coup, c'est une belle fierté de voir que tu as un impact. En fait, le fait d'exprimer un petit peu ton histoire, tu peux avoir un impact extraordinaire sur les gens, en fait. Ouais, clairement. Et c'est ce que j'avais ressenti quand on s'était rencontrés. J'étais là, waouh. Cool. Waouh, en fait, c'est possible. Non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est vraiment, comme tu dis, un relâchement, un truc, waouh. En fait, c'est possible. Alors que je suis bien entouré, hein, beaucoup d'entrepreneurs et tout ça, qui font plein de choses et tout, mais toi, c'est vraiment sur plein de différentes activités différentes et qui me parlent beaucoup parce que moi, aujourd'hui, je suis intéressé par différents domaines. Aujourd'hui, là, je suis dans le coaching, mais j'aimerais faire des choses avec le sport ou avec le dépassement de soi, peut-être avec des randonnées, avec de la nutrition. Et je commence, au final, d'en parler. Je me connecte à des personnes comme ça qui aiment ça. Et c'est cool, quoi, parce qu'en fait, tu te dis, putain, mais en fait, ouais, je peux assumer ça. Les gens me font confiance pour ça. Et j'ai pas besoin juste d'exprimer une petite partie de ce que je suis, quoi. Ouais, complètement, ça, bien sûr. C'est vraiment cool. Ouais. Non, ça fait partie de toi. Toi, si tu aimes bien le sport, etc. Moi, j'accompagne une personne, c'est un sportif de haut niveau. Et du coup, tu vois, maintenant, il a envie de transmettre un petit peu son savoir. Donc, il se lance dans les conférences, dans de la formation. Et là, c'est un milieu qu'il maîtrise pas du tout. Et du coup, c'est en entendant mon histoire, il s'est dit, ouais, il est venu un soir vers moi, il me dit, franchement, super inspirant ton histoire, machin. Et puis, du coup, on s'est revus, tu vois, à plusieurs reprises en tête à tête. Et puis, c'est comme ça à la base, je lui ai donné du contenu, tu vois. Il m'a dit, tiens, je fais ça, machin, je fais, etc. Donc, moi, je lui ai dit, tiens, comme je t'ai dit, il m'a posé des questions, je lui ai répondu, tout simplement. Et après, je dis, écoute, après le deuxième entretien, je dis, écoute, tu sais que moi, j'ai créé une formation sur ça, sur l'année, où justement, je t'aide à structurer ton business, à mettre en place toutes tes activités, et après, à t'entourer des bonnes personnes, justement, pour pas subir ton business, mais tu vois, le vivre pleinement. Ça, c'est une grande maladie pour plein de gens, c'est que les gens se retrouvent prisonniers de leur business. Et du coup, ça devient plus une contrainte qu'un plaisir. Et là, tu vois, là, c'est difficile. C'est très dur. Et je suis passé par ces phases-là. Donc, j'ai dit, dans l'entrepreneuriat, j'ai craché une première boîte parce que je suis passé par ces phases-là. En France, l'échec, c'est très mal vu. Tu vois, alors qu'en Asie ou aux États-Unis, les mecs, ils ont tous monté 2, 3, 4, 5, 6, 10 boîtes qu'ils ont plantées. Mais ils ont dû passer par là pour avoir la boîte qui aujourd'hui les fait vivre. Et en France, c'est encore les gens. Mais même moi, au départ, la première fois que tu vois, j'ai dit faut pas que j'en parle, je veux pas inquiéter ma famille, je veux pas inquiéter mes potes. Et à chaque fois qu'on te pose la question, comment ça va ton business, ça va bien, t'inquiète pas, alors que c'était un vrai bordel, tu vois. Là, tu étais en train de courir derrière les factures, tu courais derrière les clients, etc. Parce que gérer un business, t'apprends pas ça à l'école, tu vois. Et du coup, j'ai appris sur le tard, ça m'a fait mal, mais bon. Mais du coup, je suis content de transmettre, tu vois, mon expérience, tout simplement pour que les gens, tu vois, ils subissent pas les grosses claques que je me suis pris dans la tête, comme je te dis. En facteur temps, facteur argent, ça m'a fait mal. Du coup, en fait, si tu pouvais parler au Jean-Charles d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Au Jean-Charles d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de suivre son instinct et puis t'inquiète, ce qu'il y a derrière, ça en vaut vraiment la peine, quoi. De faire confiance, quoi, malgré peut-être des peurs qui peuvent surgir, d'écouter son ressenti et ses intuitions, quoi. Ouais, à mort, et puis écouter ses envies, si t'as envie de faire ça. En fait, il faut le structurer. C'est vrai que les gens, comme je dis souvent, tu sais, quand t'as envie de faire un truc, par exemple, je me suis lancé aussi dans la danse, j'ai pris des cours de danse, etc. Tu vois, mais je le fais de façon régulière. Et moi, j'ai un objectif, c'est de pouvoir, tu vois,
bah, si je me lance dans la danse, c'est pouvoir, tu vois, faire de la chorégraphie avec une nana, tu vois, à un beau niveau. C'est ça mon objectif. Ouais. Et à chaque fois que tu vois, que je veux développer une compétence, j'ai mon objectif dans la tête. Et tant que je l'ai pas atteint, bah, je continue, tu vois, j'apprends, etc. jusqu'à l'atteinte de mon objectif. Donc, c'est pas forcément, tu vois, de tourner sur le business. Oui. Tu vois, il y en a qui veulent faire de la musique, faites de la musique. Après, faut pas oublier pourquoi tu veux faire de la musique. Ouais. Je sais que j'avais accompagné une personne aussi qui est dans le chant, par exemple. Enfin, c'est pas qu'elle avait une activité à côté, mais elle voulait faire du chant. Je dis, ok, mais pourquoi tu veux faire du chant? Et c'est très souvent, on se lance dans une compétence parce que quand on l'a vu d'un point de vue extérieur, ça nous a provoqué des émotions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que le chant, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui m'est passé par la tête. Parce que quand j'ai vu les trucs The Voice ou les gens, les concerts, etc., je me dis, le mec qui est sur scène, là, devant X milliers de personnes, et t'as l'énergie de la foule comme ça, il doit avoir une expérience de ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un truc de dingue. Et du coup, je sais que le jour où je me lance dans la musique ou la chanson, mon objectif, ça sera de vivre ça, en fait. Ouais. Je vais pas déroger à ça, tu vois. Je vais pas juste faire des cours de chant. Non, je veux dire, moi, mon objectif, c'est de faire un concert devant peut-être pas 3 milliards de personnes, mais tu vois, un vrai concert avec du monde et chanter et puis ressentir, du moins palper un minimum ce que ces artistes ils ressentent, tu vois. Ouais. Et c'est ça la vie au final, on est là pour vivre des belles émotions et se faire kiffer. La notion de kiff, elle est importante. Moi, je me lance pas dans un truc si ça me fait pas kiffer, tu vois. C'est clair. Il y a rien de pire. Ouais. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Ce qu'on retienne de moi, je pense que c'est déjà ce qu'on dit un petit peu de façon naturelle aujourd'hui, c'est que je suis une personne dans le don et qui attend pas en retour. Donc juste ça, déjà, moi, je suis déjà bien avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, je suis serein. Et après, si j'ai des objectifs plus hauts, après, c'est vrai que je veux avoir ma petite contribution sur cette planète, même sur le système, tu vois. Donc c'est j'ai créé l'Académie des architectes, je veux créer des structures où les gens se retrouvent, où je peux les former. Donc voilà, donc c'est innover, mettre ma petite patte, tu vois, être innovant dans une nouvelle façon de former les gens ou d'éduquer les enfants. Voilà, donc j'ai plein d'idées comme ça que je mets en place step by step. Mais voilà. Cool, super, excellent. En tout cas, merci pour ce partage riche d'expérience. Et je vois, j'avais une dernière question à te poser. C'est si tu pouvais résumer ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Ma vie en une punchline, sachant qu'on n'a qu'une seule vie sur cette planète, j'ai fait le choix d'en vivre plusieurs. Ok, super. Ben, c'est génial ça. En plus, j'adore cette phrase parce qu'effectivement, elle me correspond bien. Je pourrais vous mettre, je te la partagerai. J'ai fait une nouvelle vidéo teasing et c'est exactement la phrase que je partage. Donc, je te l'enverrai. Et puis après, si tu veux la mettre. Bien sûr, je vais la mettre. Du coup, je suis en train de refaire. Pour parler au départ, moi, j'ai tout dissocié, toutes mes activités. Donc, j'ai un site internet par activité. Ouais. Maintenant, en fait, j'ai tout centralisé. Donc là, prochainement, donc là, c'est pas encore en ligne, mais vous allez avoir mon site internet, mais du coup, avec tout ce que je fais, quoi. Et tout dissocié. Parce que pour beaucoup de gens, au départ, pareil, ils m'ont dit non, mais il faut pas mélanger, il faut pas mettre ensemble, ça va être bizarre. Donc au début, j'ai écouté, tu vois, et en fait, je dis non, mais en fait, non, moi, ça me fait chier d'avoir un truc là. Non, c'est la même personne, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, j'ai tout centralisé. Donc là, donc la vidéo que je vais te passer, c'est la vidéo teasing de mon site mère, comme on dit. Et dessus, du coup, tu pourras aller sur tu vois, la rénovation, sur le coaching, sur mes formations, sur tout ça, quoi, sur Meltina, Comédien, etc. Donc maintenant, j'ai tout centralisé.
au moins. Ok. Ça, on a un. Comme ça, Ok. les gens qui tapent mon nom, ils vont dire ok, bah, le mec, il fait tout ça. Et oui, je fais tout ça. Et du coup, où on peut te retrouver le plus simplement possible? Bah là, me retrouver sur les réseaux. Alors moi, je suis pas très actif sur les réseaux. Ça, c'est volontaire aussi, parce que ça à la rigueur, Donc après, bah, de toute façon, il y aura mon site internet. Vous tapez jeancharlesluthier.com. Donc Voilà. là, il n'est pas encore en ligne, mais enfin, il sera en ligne prochainement. Il sera mis à jour avec toutes mes structures. Donc vous pouvez me trouver dessus. Sur LinkedIn, bah après, ouais, j'y suis parce qu'il y a des gens qui étaient dessus. Mais voilà, ou sinon, par ton biais à toi, s'il y a des gens qui veulent se connecter à moi, bah, vous contactez bien sûr. Xavier, puis avec grand plaisir, on s'organisera une petite rencontre et puis tout ça. Ouais, ça marche. Je mettrai en tout cas les liens là que tu as partagés au-dessous de la Yes. vidéo. Ça marche. Et comme ça, voilà. Donc, c'est en tout exclu, cas- parce qu'en plus, la vidéo, elle est même pas encore sur mon site. Ok, génial. Donc, en tout cas, merci pour ce partage d'expériences riches, de montrer comment on affirme les différentes facettes de sa singularité et comment on en fait une force, comment on dépasse aussi le regard des autres ou le regard de la famille, et comment Ouais, bien sûr. on y va à fond et on vit. Si on est ce type de personne, on est un peu comme toi avec ta punchline là, vivre plusieurs vies dans une seule. Donc allez-y à fond. À fond. C'est libérateur. Mais faites-moi confiance, c'est libérateur de ouf. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, JC. Merci à toi, Xavier. Avec grand plaisir. Ouais, je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tout le monde et Bonsoir à à très vous. très vite. Et au Salut. plaisir. Ciao. Ciao.